Pendant que ma fille se battait pour respirer, il était occupé à envoyer des baisers sur un yacht. Si cette histoire touche votre cœur, si vous reconnaissez quelque chose de vous ou de votre famille dans ces lignes, laissez un like et partagez vos expériences dans les commentaires. Chaque histoire familiale est unique, mais la douleur et l'amour d'un parent sont universels. Votre réaction m'importe autant que chaque sacrifice fait par amour. Je suis Pierre Dubois, j'ai 61 ans, et jusqu'à il y a 5 mois, je pensais connaître le sens du mot « loyauté ». Je croyais que quand une personne jure de protéger ma fille, pour le meilleur et pour le pire, ces mots signifiaient quelque chose. Je pensais que face à la mort, les êtres humains montraient leur vrai caractère. Je me trompais. Le 25 août 2024, alors que toute la France profitait des derniers jours d'été, ma fille Céline luttait pour sa vie dans le service de réanimation de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. 29 ans, docteur en médecine, spécialisé en cardiochirurgie, mariée depuis 4 ans avec celui que je croyais être un homme bien. Céline était ma fierté, ma joie, la raison pour laquelle je me levais chaque matin avec le sourire. Mais ce matin doux, le sourire s'était éteint à jamais. Accident de voiture. Un camion qui n'avait pas respecté le feu rouge. La voiture de Céline écrasée comme une boîte de conserve. Traumatisme crânien sévère, hémorragies internes, fractures multiples. Les médecins m'avaient dit avec cette voix qu'ils utilisent quand ils ne veulent pas donner de faux espoirs, les prochaines 72 heures seront décisives. 56 heures s'étaient écoulées. Je n'avais jamais quitté son chevet. Je n'avais pas mangé, dormi, même pas pris de douche. Je tenais sa main froide dans les miennes, priant tous les saints du paradis qu'elle ouvre ses yeux verts qu'elle avait hérités de sa mère. Sa mère, Isabelle, qui était morte d'un cancer quand Céline avait 22 ans. « Promets-moi que tu prendras soin d'elle », m'avait-elle dit avec son dernier souffle. Et j'avais promis. J'avais tenu cette promesse pendant 7 ans, jusqu'à ce que Céline rencontre Julien. Julien Moreau, 34 ans, héritier d'une famille d'industriels lyonnais, propriétaire d'une chaîne d'hôtels de luxe. Beau, riche, charmant. Quand elle me l'avait présenté il y a 4 ans et demi, Céline rayonnait. « Papa, c'est l'homme de ma vie », m'avait-elle dit avec des yeux qui brillaient. Et j'y avais cru. À leur mariage, Julien m'avait pris à part. « Pierre, je te promets que j'aimerai Céline comme tu as aimé Isabelle. Elle sera toujours ma priorité absolue, toujours. Toujours. Oui, toujours jusqu'à ce que toujours devienne, sauf quand c'est gênant. » Il était 16h15 le 26 août quand mon neveu Thomas, le fils de ma sœur, est entré dans le service de réanimation avec une expression que je ne lui avais jamais vue. « Oncle Pierre, il faut que je te montre quelque chose. »« Pas maintenant, Thomas. Céline a besoin de moi. »« Oncle, c'est justement pour ça que tu dois voir. » Thomas a sorti son téléphone et m'a montré une photo sur Instagram. Au début, je n'ai pas compris. Puis j'ai mieux focalisé, et le sang s'est glacé dans mes veines. C'était Julien. Sur un yacht de luxe au large de Saint-Tropez. Champagne à la main, sourire éclatant, entouré de 3 filles en bikini qui n'avaient pas plus de 25 ans. La légende disait « La vie est belle ». Hashtag Saint-Tropez, hashtag Yacht Life, hashtag Liberté, hashtag Vivre mon meilleur moment. L'image avait été postée 45 minutes plus tôt. Thomas, j'ai murmuré, ce n'est pas possible. Oncle, il y a autre chose. Thomas a commencé à faire défiler les stories Instagram de Julien. Des vidéos de lui trinquant avec des inconnus, dansant sur le bateau, plongeant dans des eaux cristallines en riant comme un fou. Et en arrière-plan, toujours la même musique assourdissante, les mêmes rires, la même joie de vivre. Pendant que ma fille agonisait reliée à des tubes et des machines, son mari fêtait la vie comme si de rien n'était. Depuis quand est-il parti, j'ai demandé, sentant ma voix trembler. Depuis hier matin. J'ai vérifié. Il est parti hier matin à 10h, 8 heures après l'accident. Il a pris le jet privé de son père et s'est envolé pour la Côte d'Azur. 8 heures après l'accident. 8 heures après avoir appris que sa femme était dans le coma. 8 heures après m'avoir regardé dans les yeux et m'avoir dit « Pierre, ne t'inquiète pas. Je reste ici avec toi. Céline s'en sortira. » Au lieu de ça, il s'était enfui.
Il s'était littéralement enfui pendant que je restais ici à veiller sur notre fille. Oncle Pierre, il y a encore autre chose. Quoi? Thomas a baissé la voix. J'ai parlé avec un ami qui travaille dans l'hôtellerie. Julien est parti pour la Côte d'Azur avec Amélie Durand. Qui est Amélie Durand? L'influenceuse avec 2 millions de followers. Celle qui fait de la pub pour les marques de luxe. Ils sont ensemble depuis au moins 10 mois. Il semble que tout le monde le savait, sauf Céline. Et toi? Le monde s'est écroulé sur moi. Non seulement Julien avait abandonné ma fille au moment le plus critique de sa vie, mais il la trompait depuis des mois. Et maintenant il fêtait sa liberté avec sa maîtresse, pendant que Céline luttait entre la vie et la mort. J'ai regardé ma fille, si fragile dans ce lit d'hôpital, avec les tubes qui entraient et sortaient de son corps, avec ce respirateur qui faisait un bruit mécanique, inhumain. Et j'ai pensé à ces mots d'il y a 4 ans, « Papa, Julien est l'homme de ma vie. » L'homme de sa vie qu'il avait abandonné quand elle avait le plus besoin de lui. Thomas, rentre chez toi. Moi je reste ici. Mais oncle. Rentre chez toi. Et ne dis rien à personne de ce que tu viens de me montrer. Pour l'instant. Thomas est parti, et je suis resté seul avec Céline et ma colère grandissante. Une colère froide, calculée, que je n'avais jamais ressentie avant dans ma vie. Depuis 35 ans, je travaille comme avocat en droit des affaires. J'ai défendu des entreprises dans des fusions-acquisitions, géré des successions, résolu des litiges contractuels. Je connais la loi mieux que moi-même. Et surtout, je connais les gens. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé mon ancien associé, Michel Lefebvre, qui travaillait maintenant à Lyon. « Pierre, comment ça va? Comment va Céline? » « Michel, Céline va mal. Mais j'ai besoin d'un service. Dis-moi tout. Il faut que je sache tout, absolument tout sur Julien Moreau. Finances, société, patrimoine, dette éventuelle, investissement. Tout ce que tu peux trouver. Pierre, qu'est-ce que tu mijotes? La justice, Michel. Je mijote la justice. Pendant que j'attendais les informations de Michel, j'ai commencé mes propres recherches. J'ai appelé d'anciens collègues, des détectives privés que j'avais connus pendant ma carrière, des journalistes économiques. Tous devaient une faveur à Pierre Dubois. En 4 heures, j'avais un tableau assez clair de la situation de Julien Moreau. Les affaires n'allaient pas bien. En fait, elles allaient très mal. La chaîne d'hôtels avait perdu 70% de sa valeur en 2 ans. Le Covid d'abord, la crise énergétique ensuite, avait dévasté le secteur touristique. La famille Moreau avait des dettes de 22 millions d'euros auprès des banques. Mais il y avait plus. Beaucoup plus. Michel m'a rappelé à 21h30. Pierre, assieds-toi parce que ce que je vais te dire va te faire mal. Dis-le. Julien a souscrit une assurance vie sur Céline de 3 millions d'euros. Il l'a fait il y a 5 mois. Le téléphone a failli me glisser des mains. Qu'est-ce que tu as dit? Une assurance vie de 3 millions d'euros, avec lui comme bénéficiaire. Il l'a souscrite chez AXA par l'intermédiaire d'un courtier parisien. La prime mensuelle est salée, 20 000 euros par mois. Mais Céline le sait? Pierre, pour souscrire une telle assurance, il faut le consentement de l'assuré. Céline a signé. Impossible. Ma fille n'aurait jamais. Les papiers disent le contraire. Signature, dossiers médicaux, tout est en règle. Du moins sur le papier. J'ai fermé les yeux. Julien avait convaincu Céline de signer une assurance vie de 3 millions d'euros il y a 5 mois. 5 mois avant l'accident. Et maintenant il était sur la Côte d'Azur à faire la fête pendant qu'elle agonisait. Ça ne pouvait pas être une coïncidence. Michel, quel genre d'accident a eu Céline? Pierre, qu'est-ce que tu veux dire? Elle a été renversée au croisement du boulevard Saint-Germain et de la rue de Rennes, à 23h25 mercredi soir. Qu'est-ce qu'elle faisait là à cette heure? Je ne sais pas, pourquoi? Parce que Céline finit son service à l'hôpital à 20h. Pour rentrer chez elle, elle prend le périphérique, elle ne passe jamais par le centre. Et mercredi soir,
Elle avait dit qu'elle irait se coucher tôt parce qu'elle avait une opération importante jeudi matin. Pierre, tu insinues que... Je n'insinue rien. Je pose juste des questions. Mais en moi, les questions se transformaient en certitudes. Et les certitudes en plans. J'ai raccroché avec Michel et j'ai appelé la commissaire Sophie Martin, de la brigade criminelle de Paris. Sophie avait épousé mon neveu il y a 3 ans. Elle était pratiquement de la famille. Pierre, salut. Comment va Céline? Sophie, il faut que je te demande quelque chose. L'accident de Céline. Vous avez trouvé le responsable? Oui, un camionneur. Romain. Il disait qu'il avait été distrait. Mais Pierre, pourquoi tu me demandes ça? Il est en prison. Non, il a été libéré sous caution. Mais Pierre. Sophie, ce camionneur. Il a des témoins? Des caméras? Quelque chose qui confirme sa version? Pierre, qu'est-ce que tu penses? Je pense que ma fille a été renversée à 200 mètres du restaurant, le Procope, mercredi soir son mari dînait avec sa maîtresse. Je pense qu'elle se trouvait par hasard dans une zone où elle ne va jamais, à une heure où elle devait être chez elle. Et je pense qu'il y a 5 mois, Julien a fait une assurance vie de 3 millions d'euros sur elle. Sophie est restée silencieuse pendant un long moment. Pierre, ce que tu insinues est très grave. Je sais que c'est grave. C'est pour ça que j'ai besoin de ton aide. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Rouvre l'enquête. Vérifie tout. Les caméras, les témoins, les mouvements du camionneur. Vérifie où était Julien ce soir-là, avec qui il était, ce qu'il a fait. Et vérifie ses dettes. Pierre, pour ouvrir une enquête, j'ai besoin de preuves. Les preuves, tu les trouveras si tu les cherches. Sophie a soupiré. Je te donne 24 heures. Si dans 24 heures tu m'apportes quelque chose de concret, je rouvre tout. Mais si tu ne m'apportes rien, tu oublies cette histoire et tu te concentres sur Céline. J'ai raccroché et je suis retourné dans la chambre de réanimation. Céline était toujours là, immobile, silencieuse. Mais quelque chose avait changé dans ses paramètres vitaux. L'infirmière de garde, Marie, semblait plus optimiste. Monsieur Dubois, votre fille réagit bien. L'édème cérébral diminue. Je pense que dans quelques heures elle va reprendre connaissance. Pour la première fois en 3 jours, j'ai souri. Vraiment? Oui. Vous avez une fille très forte. C'est une battante. Une battante. Comme sa mère. Comme moi. J'ai pris la main de Céline et je l'ai serrée fort. Ma chérie, papa est là. Et papa va tout arranger. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai passé les heures au téléphone, coordonnant un réseau de gens qui me devaient des services. Enquêteurs, journalistes, avocats, même un hacker que j'avais aidé à sortir d'affaires quelques années plus tôt. À 6 heures du matin, j'avais un tableau complet de la situation. Julien Moreau avait des dettes de 28 millions d'euros, pas 22. Les banques étaient sur le point d'exécuter les garanties. Il avait un mois pour trouver une solution ou il finirait sur la paille. Le soir de l'accident, Julien avait dîné au restaurant, le Procope avec Amélie durant de 21h45 à 23h15. Il avait payé par carte bancaire à 23h12. 2 caméras le confirmaient. À 23h18, il avait reçu un appel téléphonique. Durée, 5 minutes. Numéro, celui de Céline. À 23h25, Céline était renversée à 200 mètres du restaurant. Julien était arrivé à l'hôpital à 1h30, 2 heures après l'accident. Il avait dit qu'il était chez lui, qu'il avait reçu l'appel de la police. Mais les caméras de son immeuble confirmaient qu'il n'était pas rentré chez lui ce soir-là. Le camionneur roumain, Georg Popescu, avait reçu 8 000 € en liquide 5 jours avant l'accident. Versement effectué par une société offshore basée à Malte, rattachable à un certain J.M. Julien Moreau. À 8 heures du matin, j'ai appelé Sophie. Sophie, j'ai ce que tu m'as demandé. Dis-moi. Je lui ai tout raconté. Chaque détail, chaque preuve, chaque connexion.
Sophie a écouté en silence, prenant des notes. Pierre, si ce que tu dis est vrai. Tout est vérifiable. Documents, témoins, caméras. Tout est là. Mais quel aurait été le plan? Simple. Julien appelle Céline, lui dit qu'il a besoin de la voir en urgence au restaurant. Elle sort de chez elle, va le voir. Il la retient assez longtemps pour se coordonner avec le camionneur. Puis il la fait sortir du restaurant à la bonne heure, sur le bon trajet. Le camionneur la renverse. Accident. Julien encaisse 3 millions d'euros et résout ses problèmes financiers. Pierre, c'est monstrueux. C'est ce qui est arrivé à ma fille. Sophie a raccroché en me promettant qu'elle ferait le nécessaire. À 11 heures du matin, pendant que je buvais mon premier café depuis 3 jours, l'infirmière Marie est venue me chercher en courant. Monsieur Dubois. Céline se réveille. J'ai couru dans la chambre de réanimation. Céline avait les yeux ouverts. Vert, magnifique, confus mais vivant. Papa, a-t-elle murmuré d'une voix rauque. Je suis là, ma chérie. Je suis là. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as eu un accident. Mais maintenant tout va bien. Tu es en sécurité. Julien. Où est Julien? J'ai regardé ma fille dans les yeux. Ses yeux qui me regardaient avec une confiance absolue, comme quand elle était enfant et qu'elle croyait que je pouvais résoudre n'importe quel problème. Céline, il faut que je te dise quelque chose. Mais dis-moi d'abord, mercredi soir, pourquoi es-tu allé dans le centre? Dans le centre? Je ne suis pas allé dans le centre mercredi soir. Ma chérie, tu as été renversée au croisement du boulevard Saint-Germain et de la rue de Rennes. Céline a froncé les sourcils, s'efforçant de se souvenir. Non, papa. Mercredi soir je suis rentré à la maison après mon service. J'ai dîné, j'ai regardé un film, je suis allé me coucher. Je ne suis jamais sorti. Céline, tu es sûre? Absolument sûre. Je ne suis jamais sorti de chez moi mercredi soir. Un frisson glacé m'a parcouru l'échine. Si Céline n'était jamais sortie de chez elle, comment s'était-elle retrouvée dans le centre? Céline, de quoi te souviens-tu en dernier mercredi soir? J'étais au lit. J'allais m'endormir quand j'ai entendu un bruit. Comme si quelqu'un était entré dans l'appartement. Je me suis levé pour vérifier, et puis, je ne me souviens plus de rien. Le sang s'est glacé dans mes veines. Quelqu'un était entré chez Céline mercredi soir. Quelqu'un l'avait emmenée et l'avait conduite dans le centre. Pour la faire renverser. Papa, mais où est Julien? Pourquoi il n'est pas là? J'ai pris la main de ma fille. Céline, Julien est sur la Côte d'Azur. Sur la Côte d'Azur? Mais pourquoi? Il est parti hier matin. Avec une autre femme. Céline m'a regardé sans comprendre. Qu'est-ce que tu veux dire par une autre femme? Ma chérie, je dois te dire des choses difficiles. Mais d'abord je veux que tu saches que quoi qu'il arrive, je serai toujours là. Toujours. J'ai tout raconté à Céline. Julien sur la Côte d'Azur, l'assurance vie, les dettes, l'enquête que Sophie rouvrait. Céline a écouté en silence, avec des larmes qui coulaient sur son visage. Papa, a-t-elle dit finalement, Julien a vraiment essayé de me tuer. Je ne le sais pas encore avec certitude. Mais ça en a l'air. Mais pourquoi? Pourquoi aurait-il fait une chose pareille? Pour l'argent, ma chérie. Pour 3 millions d'euros. Céline a fermé les yeux et a pleuré. Pas pour ses blessures physiques, mais pour celles du cœur. Pour avoir découvert que l'homme qu'elle aimait avait essayé de la tuer pour de l'argent. Papa, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant on attend que la police fasse son travail. Et toi tu te concentres sur ta guérison. Et Julien? Julien paiera pour ce qu'il a fait. À 15 heures, pendant que Céline dormait, j'ai reçu un appel de Sophie. Pierre, on a arrêté le camionneur. Il a tout avoué. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que Julien Moreau lui avait payé 20 000 € pour renverser Céline.
10 000 d'avance, 10 000 après. Ça devait ressembler à un accident, mais ça devait être mortel. Et le plan pour l'amener dans le centre? Julien est entré chez Céline mercredi soir avec les clés qu'il avait. Il l'a droguée avec des somnifères. Puis il l'a chargée dans sa voiture et l'a amenée sur le lieu de l'accident. Il l'a fait descendre de la voiture, confuse et chancelante à cause des somnifères, juste au moment où arrivait le camion. Sophie, c'est monstrueux. C'est une tentative de meurtre, Pierre. Julien Moreau va passer au moins 25 ans en prison. Où est-il maintenant? On envoie la police française l'arrêter sur la Côte d'Azur. Ce soir il sera en prison. J'ai raccroché et je suis retourné voir Céline. Elle était réveillée et m'attendait. Papa, dis-moi tout. Je lui ai tout raconté. Chaque détail de ce qu'on avait découvert. Céline a écouté sans dire un mot, le visage de plus en plus pâle. Papa, a-t-elle dit finalement, merci. Pourquoi, ma chérie? De n'avoir jamais cessé de croire en moi. D'être resté ici. D'avoir découvert la vérité. Céline, je t'ai promis le jour de ta naissance que je te protégerai toujours. Et une promesse, c'est une promesse. Ce soir-là, en regardant les infos, j'ai vu Julien Moreau menotter qu'on emmenait du yacht de Saint-Tropez. Il portait encore son maillot de bain. Son visage était bouleversé, incrédule. Les journalistes criaient des questions. « Monsieur Moreau, est-ce vrai que vous avez essayé de tuer votre femme? Monsieur Moreau, confirmez-vous la tentative de meurtre? » Julien ne répondait pas. Il regardait les caméras avec les yeux perdus de quelqu'un qui ne comprend pas comment son plan parfait a pu s'effondrer. Son plan parfait avait un seul défaut, il sous-estimait l'amour d'un père pour sa fille. Dans les jours qui ont suivi, pendant que Céline se rétablissait, j'ai continué à creuser dans la vie de Julien. Avec l'aide de Michel et de mes contacts, j'ai découvert que ce n'était pas la première fois que Julien faisait quelque chose comme ça. Sa première femme, morte dans un accident de bateau il y a 5 ans, avait elle aussi une assurance vie de plusieurs millions. À l'époque, Julien avait été blanchi parce qu'il avait un alibi solide. Mais en revérifiant les dossiers, l'alibi était construit avec des témoins complaisants et de fausses preuves. J'ai fait rouvrir ce dossier aussi. Julien risque maintenant la perpétuité. Amélie Durand, sa maîtresse, quand elle a appris l'arrestation, a donné une interview dévastatrice à tous les journaux. Elle a raconté que Julien lui avait promis qu'il serait bientôt veuf et qu'il pourrait se marier. Elle a raconté comment Julien parlait de Céline comme d'un obstacle à éliminer. Elle a aussi confirmé que Julien lui avait dit qu'il résoudrait définitivement ses problèmes financiers mercredi soir. Mais le plus important qu'Amélie a raconté, c'était autre chose. Julien lui avait dit que si la première tentative n'aboutissait pas, il en organiserait une deuxième. Et une troisième. Jusqu'à ce que Céline soit morte. Ça veut dire que si je n'avais pas découvert la vérité, si la police ne l'avait pas arrêté, Julien aurait recommencé. Ma fille n'aurait jamais été en sécurité. Céline est sortie de l'hôpital au bout de 3 semaines. Il lui faudra encore des mois pour se remettre complètement, mais les médecins disent qu'elle n'aura pas de séquelles permanentes. Elle est forte, comme sa mère. Le premier jour où elle est rentrée à la maison, nous sommes allés ensemble au cimetière voir Isabelle. Céline a mis des fleurs fraîches sur la tombe et a parlé à sa mère. « Maman, papa m'a sauvé. Comme tu l'aurais fait. Comme vous l'avez toujours fait. » Puis elle s'est tournée vers moi. « Papa, est-ce que je peux revenir vivre avec toi? Au moins pour un moment? Ma chérie, ici ça a toujours été ta maison. Et ça le sera toujours. Céline vit maintenant avec moi dans notre ancienne maison. La maison où elle a grandi, où elle a ses souvenirs heureux. Elle revient lentement à la normale. Elle a recommencé à travailler à mi-temps à l'hôpital, elle a recommencé à sourire. Mais surtout, elle a recommencé à faire confiance. Pas aux hommes, ça prendra du temps. Mais à la vie. Et à son père. Le procès de Julien commencera dans 8 mois. Ses avocats essaient de négocier, mais le procureur a demandé la perpétuité. Les preuves sont accablantes. La famille Moreau a essayé d'acheter mon silence.
Ils m'ont offert 8 millions d'euros pour retirer la plainte. J'ai répondu que la seule chose que j'accepte d'eux, ce sont des excuses publiques et le paiement de tous les dommages à Céline. Ils n'ont jamais proposé d'excuses. Mais notre histoire ne s'arrête pas là. Parce que parfois, la justice a besoin de temps pour se manifester pleinement. 2 mois après l'arrestation de Julien, j'ai reçu un appel que je n'attendais pas. C'était Marguerite Moreau, la mère de Julien. Maître Dubois, je suis Marguerite Moreau. Pouvons-nous nous rencontrer? Madame Moreau, je ne pense pas que nous ayons quoi que ce soit à nous dire. Vous vous trompez. J'ai des choses à vous dire. Des choses qui concernent mon fils et votre fille. La rencontre a eu lieu dans mon cabinet, avenue Montaigne. Marguerite Moreau était une femme de 65 ans, élégante mais ravagée par la douleur. Quand elle est entrée, j'ai tout de suite vu qu'elle n'était pas venue défendre son fils. Maître Dubois, je veux d'abord vous présenter des excuses. En mon nom et celui de mon mari. Madame Moreau. Non, laissez-moi parler. Julien est notre fils, mais ce qu'il a fait est impardonnable. Nous avons élevé un monstre et nous ne nous en sommes jamais aperçus. Marguerite a sorti un sac en cuir et l'a posé sur mon bureau. Voici tous les documents qui pourraient vous être utiles pour le procès. Relevé bancaire, conversation enregistrée, preuve d'autres crimes que Julien a commis au fil des ans. Pourquoi me donnez-vous tout ça? Parce que votre fille ne mérite pas de souffrir pour les crimes de mon fils. Et parce que je ne peux pas vivre en sachant que j'ai contribué à créer un assassin. Les documents que Marguerite m'a remis étaient dévastateurs. Julien avait volé de l'argent à l'entreprise familiale pendant des années. Il avait falsifié des bilans, évadé l'impôt, corrompu des fonctionnaires. Mais surtout, il avait planifié l'assassinat de Céline dans les moindres détails. Il y avait des notes manuscrites où il décrivait différents scénarios pour tuer ma fille. L'accident de voiture n'était qu'un des plans. Il y avait aussi empoisonnement, noyade pendant des vacances, chute accidentelle dans les escaliers. Madame Moreau, comment avez-vous trouvé tout ça? J'ai engagé un détective privé pour enquêter sur la vie de mon fils. Je voulais comprendre comment il était possible qu'il ait fait une chose pareille. Et j'ai découvert qu'il était un criminel depuis des années. Et vous ne saviez rien? Nous pensions que c'était juste un garçon gâté. Un peu dépensier, un peu irresponsable. Nous n'imaginions pas qu'il était capable de ça. Marguerite s'est mise à pleurer. Maître Dubois, mon fils a aussi tué sa première femme. Les preuves sont toutes là. Il a organisé l'accident de bateau. Et nous avons payé des témoins pour lui donner un alibi. Quoi? Nous ne savions pas qu'il l'avait tué. Nous pensions qu'il était vraiment innocent et qu'il avait besoin de notre aide. Nous avons payé des gens pour témoigner qu'il était avec eux ce soir-là. Ce n'est que maintenant que j'ai compris qu'on l'aidait à s'en tirer après un meurtre. Les nouveaux documents ont permis au parquet de rouvrir l'affaire de la première femme de Julien, Caroline Bertrand. Caroline était morte à 27 ans dans un accident de bateau au large de Nice. À l'époque, Julien avait hérité de son patrimoine de 4 millions d'euros. Avec les preuves fournies par sa mère, il est apparu que Julien avait saboté le bateau de Caroline, causant son naufrage. Il avait ensuite attendu qu'elle se noie avant de donner l'alerte. Le procès a commencé en mars 2025. J'ai assisté à toutes les audiences, assis à côté de Céline. Je voulais que Julien voie que nous n'avions pas disparu, que nous n'avions pas peur de lui. Lors de la première audience, Julien m'a regardé avec une haine pure. Quand nos yeux se sont croisés, je lui ai souri. Un sourire froid, qui voulait dire « Tu as sous-estimé la mauvaise personne ». L'avocat de Julien, maître Philippe Santini, a essayé de présenter son client comme un homme désespéré, écrasé par les dettes, qui avait perdu la raison. Il a parlé de coup de folie et de pression insoutenable. Mais la procureure, Madame Claire Ferrand, a démonté cette version pièce par pièce. Elle a prouvé que Julien avait ou planifié dans les moindres détails, qu'il avait étudié chaque aspect du plan pendant des mois. Le moment le plus dévastateur du procès a été le témoignage de Céline. Ma fille, encore fragile mais déterminée, a raconté sa version des faits avec une lucidité qui a impressionné toute la salle.
Mon mari, a-t-elle dit en regardant Julien droit dans les yeux, m'a drogué dans ma propre maison. Il m'a transporté dans la rue comme un sac de pommes de terre. Il m'a livré à un assassin. Tout ça pour de l'argent. Julien a baissé les yeux. Pour la première fois depuis son arrestation, il semblait éprouver quelque chose qui ressemblait à du remords. Mais ce qui me fait le plus mal, a continué Céline, ce n'est pas ce qu'il m'a fait physiquement. C'est de savoir que pendant que je luttais entre la vie et la mort, lui il faisait la fête. C'est de savoir que mon agonie était sa joie. La salle était dans un silence absolu. Même le juge, M. Henri Dubois, semblait ému. Céline a alors regardé vers moi. Mais j'ai eu la chance d'avoir un père qui n'a jamais abandonné. Un père qui a cherché la vérité quand tout le monde lui disait de laisser tomber. Un père qui m'a sauvé 2 fois, la première en me donnant la vie, la seconde en démasquant mon assassin. Quand Céline est revenue à sa place, j'ai vu qu'elle pleurait. Mais ce n'étaient pas des larmes de douleur. C'étaient des larmes de libération. Le témoin le plus dévastateur pour Julien a été le camionneur roumain, Georg Popescu. Il a raconté en détail comment Julien l'avait contacté, comment il lui avait expliqué le plan, comment il lui avait donné les instructions précises. Il m'a dit que sa femme avait un cancer, a témoigné Popescu. Il m'a dit qu'elle souffrait beaucoup et qu'elle voulait mourir. Il m'a dit que je l'aidais à ne plus souffrir. J'ai cru que je faisais quelque chose de bien. Et quand avez-vous compris que ce n'était pas vrai, a demandé la procureure. Quand je l'ai vue descendre de la voiture. Elle était jeune, belle, elle n'avait pas l'air malade. Elle marchait bizarrement, comme si elle était ivre. C'est là que j'ai compris qu'il m'utilisait pour tuer une personne innocente. Pourquoi ne vous êtes-vous pas arrêté? J'avais peur. Il m'avait dit que si je ne faisais pas ce que je devais faire, il dirait à la police que je voulais violer sa femme. J'avais peur de finir en prison pour un crime que je n'avais pas commis. Le témoignage de Popescu a complètement détruit la défense de Julien. Il ne pouvait plus soutenir que c'était un accident. Mais le coup de grâce est venu quand la procureure a fait écouter un enregistrement que personne n'attendait. C'était une conversation entre Julien et Amélie Durand, enregistrée par Amélie elle-même 5 jours avant l'accident. Dans l'enregistrement, Julien expliquait en détail son plan pour tuer Céline. Il parlait avec excitation de comment il empocherait l'argent de l'assurance, de comment il se marierait tout de suite après, de comment il vivrait heureux avec l'argent de sa femme morte. Dans 5 jours je serai libre, disait Julien dans l'enregistrement. Céline n'existera plus, et nous pourrons commencer notre vie ensemble. Quand l'enregistrement s'est terminé, Julien avait le visage bouleversé. Amélie l'avait trahi exactement comme il avait trahi Céline. Maître Santini a demandé une suspension. Quand le procès a repris, il a annoncé que son client se déclarait coupable de tentative de meurtre avec préméditation. Mais la procureure ne s'est pas contentée de ça. Elle a demandé que Julien soit aussi jugé pour l'assassinat de Caroline Bertrand. Et elle a obtenu que les 2 procès soient unifiés. Le procès pour l'assassinat de Caroline a été encore plus dévastateur. Les parents de Caroline, Robert et Marie Bertrand, ont témoigné des bizarreries dans le comportement de Julien dans les jours précédant la mort de leur fille. Julien avait insisté pour que Caroline sorte en bateau ce jour-là, a raconté Robert. Caroline ne voulait pas, elle disait que la mer était agitée. Mais il a insisté, il a dit que c'était important pour leur relation. Caroline nous avait confié que Julien lui demandait souvent de signer des documents sans lui expliquer ce que c'était, a ajouté Marie. Nous lui avions dit de faire attention, mais elle était amoureuse. Les preuves techniques sur l'accident de bateau ont montré que l'embarcation avait été sabotée. Le système de sécurité avait été désactivé, le moteur trafiqué pour provoquer une explosion. Julien avait tout planifié cette fois-là aussi. Il avait emmené Caroline en pleine mer, saboté le bateau, sauté avant l'explosion, attendu qu'elle se noie, puis donné l'alerte en prétendant être lui aussi une victime. Le 25 mai 2025, après 4 mois de procès, le jury a rendu son verdict, coupable d'assassinat avec préméditation de Caroline Bertrand et de tentative d'assassinat avec préméditation de Céline Dubois. Peine, réclusion criminelle à perpétuité. Quand le juge a lu la sentence, Julien s'est effondré.
Il s'est mis à pleurer et à crier que ce n'était pas juste, qu'il aimait vraiment Céline, que tout était faux. J'ai regardé ma fille. Céline observait Julien avec une expression qui n'était ni de la haine, ni de la satisfaction. C'était de la pitié. De la pitié pour un homme qui avait jeté sa vie pour de l'argent. À la sortie du tribunal, les journalistes nous ont assaillis. Maître Dubois, êtes-vous satisfait de la sentence? Céline, que ressentez-vous en voyant Julien condamné à perpétuité? J'ai répondu pour nous deux, nous sommes satisfaits que justice soit rendue. Mais nous ne nous réjouissons pas de la souffrance de personne. Aujourd'hui, c'est la vérité qui a gagné. Ce soir-là, Céline et moi avons dîné en silence. Nous étions tous les deux vidés émotionnellement par le procès, mais aussi soulagés que ce soit fini. Papa, m'a-t-elle dit en faisant la vaisselle, tu penses que Julien m'a vraiment aimé un jour? Je ne sais pas, ma chérie. Mais je sais que la façon dont il aimait n'était pas de l'amour. C'était de la possession. Quelle est la différence? Celui qui t'aime vraiment te veut heureuse, même si ça veut dire qu'il souffre lui. Celui qui te possède te veut à lui, même si ça veut dire te faire du mal. Toi tu m'aimes ou tu me possèdes. Moi je t'aime. C'est pour ça que même si l'idée que tu puisses repartir un jour me brise le cœur, je ne ferai jamais rien pour t'empêcher de vivre ta vie. Céline m'a serré dans ses bras. Papa, je ne repartirai plus jamais. J'ai compris que la seule personne en qui je peux avoir confiance complètement, c'est toi. Ma chérie, un jour tu trouveras quelqu'un qui t'aimera comme tu le mérites. Et quand ça arrivera, je serai heureux pour toi. Comment tu peux en être si sûr? Parce que tu es une femme extraordinaire. Intelligente, courageuse, forte. Tu as survécu à une tentative d'assassinat, à un procès, à la découverte que l'homme que tu aimais voulait te tuer. N'importe quel homme digne de toi devrait être fier de t'avoir à ses côtés. 6 mois après la condamnation de Julien, Céline a recommencé à fréquenter quelqu'un. Il s'appelle Antoine, c'est un neurochirurgien de l'hôpital où elle travaille. Il est gentil, attentionné, patient avec les traumatismes de Céline. La première fois qu'elle me l'a présenté, j'étais terrifié. Comment refaire confiance après ce qu'avait vécu ma fille? Mais Antoine m'a conquis avec une phrase simple, « Maître Dubois, je ne prétends pas remplacer l'amour que vous avez pour Céline. Je veux juste m'ajouter à cet amour. » Céline sourit de nouveau maintenant. Pas comme avant, il y a des cicatrices qui ne s'effacent jamais complètement. Mais elle sourit. Et ça me suffit. Aujourd'hui, en écrivant cette histoire, Céline dort dans son ancienne chambre. Elle a voulu qu'elle reste identique à quand elle était enfant. Elle dit que ça la rassure. Je l'entends respirer à travers la cloison. Un son doux, régulier, qui me rappelle qu'elle est vivante. Qu'on s'en est sorti. Julien Moreau pensait être plus malin que tout le monde. Il pensait pouvoir tuer ma fille pour de l'argent et s'en tirer. Il pensait qu'un vieil avocat de province n'arriverait jamais à le démasquer. Il se trompait. Il n'avait pas compté sur l'amour d'un père. Il n'avait pas compté sur le fait que quand on touche à ma fille, on me touche moi. Et je ne suis pas quelqu'un qui pardonne à ceux qui font du mal à ma famille. La vie de Céline a tenu à un fil pendant 4 jours. Mais quand le fil s'est cassé, c'est moi qui l'ai recousu. Avec patience, avec détermination, avec tout l'amour que j'ai. Et maintenant ce fil est plus solide qu'avant. Parce que l'amour d'un père ne se brise jamais. Il se renforce. Chaque fois qu'on touche à un enfant, on réveille un lion. Et je suis un lion qui n'oublie pas et ne pardonne pas. Mais je suis aussi un lion qui protège, qui soigne, qui aime. Et c'est ça, la différence entre moi et Julien Moreau. Lui détruisait par intérêt. Moi je protège par amour. Mais cette histoire ne se termine pas vraiment là. Parce que parfois, la vie nous offre des leçons inattendues. Il y a quelques semaines, j'étais dans mon cabinet quand ma secrétaire m'a annoncé qu'un homme demandait à me voir. Sans rendez-vous. Il disait que c'était urgent et que ça concernait Julien Moreau. Faites-le entrer, j'ai dit, curieux. L'homme qui est entré était dans la cinquantaine, mal rasé, nerveux. Il s'est présenté, Maître Dubois, je suis David Legrand. J'étais
J'étais le comptable de Julien Moreau. Que voulez-vous? Je veux vous dire la vérité. Toute la vérité sur ce que Julien a fait. Pas seulement à votre fille, mais à d'autres personnes. David s'est assis et a commencé à parler. Pendant 2 heures, il m'a raconté une histoire qui m'a glacé le sang. Julien n'avait pas tué que Caroline et tenté de tuer Céline. Il y avait eu d'autres victimes. Au moins 3 autres femmes, toutes mortes dans des accidents suspects, toutes avec des assurances vie importantes. Pourquoi vous me dites ça maintenant? J'ai demandé. Parce que je n'en peux plus de vivre avec ça sur la conscience. J'ai aidé Julien à organiser ses assurances. Je pensais que c'était juste de la planification financière normale. Je ne savais pas qu'il tuait ses femmes. Vous avez des preuves? David a sorti une clé USB de sa poche. Tout est là-dedans. Contrat d'assurance, transfert d'argent, correspondance. Tout. J'ai pris la clé USB et j'ai regardé David dans les yeux. Pourquoi maintenant? Pourquoi pas avant le procès? Parce que j'avais peur. Julien m'avait menacé. Il avait dit que si je parlais, il ferait en sorte que j'ai des problèmes avec le fisc. Mais maintenant qu'il est en prison à vie, je me sens libre. Cette nuit-là, j'ai analysé le contenu de la clé USB avec Michel. Ce que nous avons découvert était encore plus monstrueux que ce que nous imaginions. Julien était un véritable tueur en série. En 8 ans, il avait épousé 5 femmes. 3 étaient mortes, une avait survécu de justesse, ma Céline, et une avait eu de la chance, elle avait rompu avec lui avant qu'il ait le temps de mettre son plan à exécution. Chaque fois, le schéma était le même, séduction, mariage rapide, souscription d'une assurance vie importante, puis accident mortel. Le total des assurances encaissées, 15 millions d'euros. J'ai immédiatement contacté Sophie et le procureur. Une nouvelle enquête a été ouverte. Les corps des autres victimes ont été exhumés. Les analyses ont confirmé ce que nous soupçonnions, empoisonnement, sabotage, manipulation. Julien, depuis sa cellule, a finalement tout avoué. Peut-être parce qu'il n'avait plus rien à perdre. Peut-être parce que le poids de ses crimes devenait insupportable, même pour lui. J'ai commencé par accident, a-t-il dit lors de son interrogatoire. Ma première copine à l'université. Elle est tombée dans les escaliers. J'ai touché l'assurance. J'ai réalisé que c'était facile. Et après? Après j'ai compris que je pouvais en faire une profession. Chaque femme que j'épousais était un investissement. Je les aimais vraiment, au début. Mais quand l'argent manquait, je voulais tuer. Je résolvais mes problèmes. L'interview a duré 6 heures. À la fin, même les enquêteurs les plus endurcis étaient ébranlés. Julien parlait de ses crimes avec un détachement terrifiant, comme s'il parlait de transactions commerciales. Et Céline, a demandé Sophie. Vous l'aimiez vraiment? Céline était différente. Elle était intelligente, forte. J'ai vraiment essayé de l'aimer pour elle, pas pour l'argent. Mais quand les dettes sont devenues trop importantes, vous avez décidé de la tuer aussi. J'ai décidé de résoudre mes problèmes. Comme toujours. Quand Sophie m'a raconté cet interrogatoire, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis longtemps, de la gratitude. Gratitude que ma fille ait survécu. Gratitude d'avoir découvert la vérité à temps. Gratitude d'avoir pu empêcher Julien de continuer à tuer. Les familles des autres victimes m'ont contacté. Elles voulaient me remercier d'avoir fait éclater la vérité. Elles voulaient savoir comment j'avais fait. Comment vous avez su qu'il fallait chercher, m'a demandé Robert Bertrand, le père de Caroline. Je n'ai pas su. J'ai juste refusé d'accepter que ma fille soit une victime. Et quand on refuse d'accepter l'inacceptable, on trouve toujours un moyen de se battre. Mais vous auriez pu échouer. Julien aurait pu s'en tirer. Oui, j'aurais pu échouer. Mais je ne pouvais pas ne pas essayer. Quand c'est votre enfant, vous n'avez pas le choix. Vous vous battez jusqu'au bout. Ces conversations m'ont fait réaliser quelque chose d'important.
Je n'étais pas juste un père qui avait sauvé sa fille. J'étais un homme qui avait arrêté un monstre. Un monstre qui aurait continué à tuer si je n'avais rien fait. Combien d'autres femmes Julien aurait-il tué si je m'étais contenté d'accepter sa version des faits? Combien d'autres familles auraient pleuré leur fille, leur sœur, leur mère? Cette responsabilité m'a donné une nouvelle perspective sur ce qui s'était passé. Ce n'était plus seulement l'histoire d'un père qui avait vengé sa fille. C'était l'histoire d'un homme qui avait empêché d'autres tragédies. Un matin, quelques mois après ces révélations, Céline est venue me voir dans mon bureau. Elle avait une expression que je ne lui connaissais pas. « Papa, j'ai pris une décision. » « Laquelle? » « Je veux créer une association. Pour aider les familles de victimes de violences conjugales. Et pour sensibiliser les femmes aux signaux d'alarme. C'est une belle idée, ma chérie. Mais tu es sûr que tu es prête? Papa, j'ai survécu à une tentative d'assassinat. J'ai survécu à découvrir que l'homme que j'aimais voulait me tuer. J'ai survécu à un procès où j'ai dû raconter les détails les plus intimes de ma tragédie. Si je peux survivre à tout ça, je peux aider d'autres femmes à éviter ce que j'ai vécu. L'association Céline Dubois, survivante, a été créée 6 mois plus tard. Elle propose un accompagnement juridique gratuit, un soutien psychologique et surtout des programmes de prévention dans les écoles et les universités. Le premier témoignage de Céline dans un lycée m'a bouleversé. Elle a raconté son histoire avec une force et une simplicité qui ont touché tous les élèves présents. Les hommes violents ne portent pas d'étiquette sur le front, leur a-t-elle dit. Ils sont charmants, attentionnés, parfaits. Au début. Les signaux d'alarme sont subtils. Ils isolent, ils contrôlent, ils font culpabiliser. Et quand on s'en rend compte, il est parfois trop tard. Une jeune fille a levé la main, mais comment on fait pour s'en sortir? On n'accepte jamais d'être une victime. On se bat. Et surtout, on ne reste jamais seul. Il y a toujours quelqu'un pour nous aider. Parents, amis, associations, police. L'important, c'est de parler. Après la conférence, plusieurs élèves sont venus voir Céline. Certaines pour la remercier. D'autres pour lui confier qu'elle vivait des situations difficiles. Tu vois, m'a dit Céline sur le chemin du retour, ce qui m'est arrivé prend un sens. Si mon histoire peut sauver ne serait-ce qu'une seule femme, alors tout ça aura servi à quelque chose. Ma chérie, tu as déjà sauvé bien plus qu'une femme. Grâce à toi, grâce à ton courage au procès, Julien ne tuera plus jamais. Grâce à nous, papa. Grâce à nous. Aujourd'hui, l'association de Céline a aidé plus de 200 femmes. Certaines à sortir de relations toxiques, d'autres à porter plainte, d'autres encore à reconstruire leur vie après des violences. Chaque fois qu'une femme nous remercie, chaque fois qu'une vie est sauvée, je pense à cette nuit d'août où j'ai découvert Julien sur son yacht. Cette nuit qui a tout changé. Si Thomas ne m'avait pas montré cette photo, si je n'avais pas enquêté, si j'avais accepté la version officielle de l'accident, combien de vies auraient été perdues? Cette pensée me donne parfois le vertige. Mais elle me rappelle aussi quelque chose de fondamental, nous avons tous le pouvoir de changer le cours des choses. Il suffit de refuser l'inacceptable et de se battre pour la vérité. Céline va mieux aujourd'hui. Pas seulement physiquement, mais émotionnellement. Elle a transformé son traumatisme en force. Sa douleur en aide pour les autres. Sa colère en détermination. Antoine et elle vont se marier l'année prochaine. Une cérémonie simple, intime, avec seulement les gens qui comptent vraiment. Antoine a demandé ma permission avant de la demander en mariage. Une tradition démodée, peut-être, mais qui m'a touché. Maître Dubois, m'a-t-il dit, je vous promets que je protégerai Céline comme vous l'avez protégée. Je serai le mari qu'elle mérite. Antoine, la seule chose que je vous demande, c'est de l'aimer pour ce qu'elle est, pas pour ce qu'elle possède. De la respecter dans ses choix. Et de ne jamais, jamais, lui faire de mal. Je vous le promets. Et contrairement à Julien, je crois aux promesses d'Antoine. Parce qu'on voit l'amour vrai dans les actes, pas dans les mots. Et Antoine agit en homme qui aime, pas en homme qui possède. En écrivant ces dernières lignes, je repense à tout ce chemin parcouru.
De cette nuit d'angoisse à l'hôpital à aujourd'hui, où ma fille rayonne de bonheur retrouvé. Julien Moreau croyait qu'il pouvait jouer avec la vie des femmes comme avec des pions sur un échiquier. Il croyait qu'un père effondré par la douleur ne serait pas capable de lui tenir tête. Il a sous-estimé deux choses, l'amour d'un père pour sa fille, et la force d'une femme qui refuse d'être une victime. Aujourd'hui, Julien vieillit dans une cellule. Ces victimes, elles, continuent de vivre à travers leur famille qui garde leur mémoire, et à travers Céline qui se bat pour que d'autres femmes ne subissent pas ce qu'elle a subi. La justice a été rendue. Mais plus important encore, la vie a repris ses droits. Et moi, je continue d'être ce que j'ai toujours été, un père qui aime sa fille. Un homme qui protège sa famille. Un lion qui ne dort jamais vraiment. Parce qu'il y aura toujours des prédateurs. Mais il y aura aussi toujours des gens pour leur tenir tête. Et parfois, ça suffit pour changer le monde. Si cette histoire a touché votre cœur, si vous avez reconnu quelque chose de vous ou de votre famille dans ces lignes, laissez un like et partagez vos expériences dans les commentaires. Chaque histoire familiale est unique, mais la douleur et l'amour d'un parent sont universels. Votre réaction m'importe autant que chaque sacrifice fait par amour.